À perte de vue, un paysage désertique, baigné dans la chaleur d'un soleil de plomb. Sur les rives du fleuve Sénégal, vu du ciel, l'un des chantiers les plus attendus de la région de Kayes. La construction du deuxième pont de la ville, qui va enjamber le fleuve sur près de 600 mètres. Un ouvrage stratégique sur un axe commercial majeur pour l'économie du Mali. Quand il sera livré en 2009, il deviendra l'épicentre de la voie routière Bamako-Dakar, principale route pour l'importation et l'exportation des marchandises dans cette région. Un chantier d'un montant de 55 milliards de francs CFA, un important investissement de l'État malien, supervisé ici par Ousmane Diallo. À 40 ans, cet ingénieur veille au quotidien sur l'avancée des travaux. Une course contre la montre pour celui qui est chargé de livrer ce pont dans un délai de 24 mois. Nous sommes sur la voie d'accès numéro 1 qui doit être aménagée et qui permettra l'accès au pont à partir de la rive gauche. Donc nous avons ici le début de la voie qui commence au niveau de la route du Sénégal et ça arrive au niveau de l'acculé C0 du pont. Ça, c'est l'emplacement des fondations profondes qui doivent être réalisées au niveau de cette culée. En bas, nous avons l'équipe de fondations profondes qui est en train de réaliser les pieux. Donc, ils font des travaux de forage et puis des travaux de bétonnage pour réaliser les fondations profondes du pont. Avec une largeur de 25 mètres, la structure en béton accueillera un trafic routier bien plus important qu'actuellement, permettant d'augmenter considérablement le flux de marchandises entre le Mali et le Sénégal. C'est un projet important par l'envergure de l'ouvrage. C'est un grand ouvrage à 2 fois 2 voies avec 2 pistes cyclables, 2 trottoirs. Donc c'est à l'image des grands ponts de Bamako. Donc c'est un grand ouvrage et un ouvrage qui a une importance majeure pour la ville de Kayes, la région et tout le Mali. L'équipe est actuellement en train de préparer la plateforme pour réaliser le chevêtre du pont. Donc c'est l'élément en béton qui permettra de relier les poteaux. Les 4 poteaux sont réalisés pour cet appui numéro 7. Donc ils sont en train de préparer la plateforme pour bien la niveler afin de mettre les supports pour pouvoir réaliser le chevêtre. Ce projet aide au désenclavement parce qu'il y a le trafic routier important entre le Mali et le Sénégal. On estime que 70% à 80% du trafic de marchandises se passe entre le Mali et le Sénégal. Donc tout ce trafic routier passe par le premier pont actuellement, donc, qui est dans un état relativement mauvais. Donc le second pont permettra d'éviter toute rupture de trafic entre Bamako, Kayes et le Sénégal. Désenclaver, faciliter le commerce, la circulation des biens et des personnes, une stratégie cruciale pour le Mali qui n'a pas d'accès à la mer. Le pays se sert du port de Dakar comme principale porte maritime pour importer et exporter ses biens. Le second pont de Kayes et ses voies d'accès, une infrastructure vitale qui va changer la carte du trafic routier dans le secteur. Nous avons globalement 17 km de route d'accès au pont
constituée de 5 voies. Nous avons les voies d'accès, une en rive gauche, la voie d'accès numéro 2 au pont en rive droite. Nous avons une troisième voie qui permet de desservir le quartier Kaindi. Nous avons une quatrième voie qui est une amélioration de la double voie existante dans la ville de Kaï, voilà, qui améliore la zone entre la douane et le carrefour de la voie d'accès numéro 1 au pont. Donc nous avons la grande voie de contournement du centre-ville, voilà, qui est la voie 5. Donc cette voie a une importance majeure parce que ça permet de relier la route nationale numéro 1 en venant de Bamako et ça permet de dévier, de permettre le contournement des poids lourds pour que les poids lourds ne rentrent pas dans le centre-ville. Des poids lourds qui avaient fini par menacer la viabilité de l'actuel et unique pont de Kaï. Construit il y a 20 ans, sa structure s'est rapidement détériorée en raison du passage intempestif des camions, au point d'entraîner sa fermeture pour 8 mois de travaux en 2009. Un coup dur pour l'économie régionale. Les incessants travaux d'entretien ont fini par exaspérer le petit peuple de Kaï, descendu dans la rue pour réclamer un nouveau pont. Sur ces images d'archives, les manifestations de juillet 2016 pour exiger la construction de ce deuxième pont. La plateforme des associations des jeunesses de Kaï restera et veillera jusqu'à la construction d'un deuxième pont à Kaï. Deux ans plus tard, après la colère, l'heure est au soulagement depuis le début des travaux du deuxième pont. Dans la ville, ceux qui ont manifesté à l'époque, comme ce père de famille, ne cachent pas leur satisfaction. Bon, ne point coincé à Diarambe, à Diaranière, à Diaranio Kosobe, mais mon yère a premier chien. Votre nom te sirenga, fallu votre ni bin ni film betemaka. Vraiment, ben moi merde trop. Kay point sans kay point moi. Molibo gonora et de Wunkerewa. On devrait se rendre comme la vada. Devant Mutazi là. Devant Mutazi créer là, devant se rendre là. Parce que Mutazi est clé 30 minutes, 15 minutes, secondes, Mutazi créer là pour ça va être mal là. Gagner plus d'argent en gagnant du temps sur le trajet grâce à cette nouvelle bretelle. La voie d'accès numéro 5 au pont, flambant neuve. Ce sera désormais la route empruntée par les conducteurs de poids lourds qui devront contourner le centre-ville de Kaï. Un gain de 2 heures de temps sur le trajet entre Bamako et Dakar. De quoi réjouir des camionneurs comme Ali, un habitué de cette ligne, qui s'est arrêté ici pour sa pause de la mi-journée. Il a quitté Dakar depuis 3 jours et il est épuisé après avoir parcouru près de 800 km. Avec le nouveau pont, il espère réduire son temps de trajet avec des rotations plus fluides, en comptant sur une route d'une meilleure qualité. La route Bamako-Dakar, pour moi, c'est la route la plus importante parce que la plupart des remorques maliens vont charger à Dakar. Il y a aussi des camions qui vont Côte d'Ivoire, Lomé, Cotonou, Ghana. Bon. Mais cette route-là, c'est la route la plus occupée. Bon, donc on doit prendre soin de cette route. Parce qu'au Mali, vous savez, il n'y a pas de port. Donc notre port, c'est les camions. C'est les camions qui amènent toutes les marchandises. Gasoil, essence, jet, tout, riz, mine, tout. On doit prendre bien soin de la route pour que le transport de marchandises soit si facile. Parce qu'actuellement, c'est un peu difficile, quoi. Quand on quitte à Dakar,
Au minimum, c'est 5 jours. 5 ou 6 jours de Dakar à Bamako. C'est un peu trop, quoi. La route n'est pas si longue que ça, donc pour moi, c'est la qualité de la route qui nous met un peu en retard. La pause terminée, il est temps pour Ali et ses compagnons de route de reprendre le volant. Comme des centaines de transporteurs, ils espèrent que la traversée de Kayes ne sera bientôt plus qu'un mauvais souvenir. De quoi nourrir l'espoir de voir se multiplier les échanges commerciaux dans la région. Une région de Kayes qui est un des poumons économiques du Mali, généralement considérée comme celle qui contribue le plus à la richesse nationale après Bamako. Si la région est au cœur des chantiers d'interconnexion routière, elle est aussi un maillon important dans le maillage électrique de la sous-région. De par sa situation géographique, Kayes est au cœur des nouvelles routes énergétiques entre le Mali, le Sénégal, la Guinée et la Mauritanie. 4 pays qui composent l'organisation de mise en valeur du fleuve Sénégal. Des ressources hydrauliques du fleuve utilisées pour la construction de nouveaux barrages comme celui de Fellou. Fellou est bien connu pour ses chutes. Si vous voyez devant vous là-bas, vous voyez le fleuve qui vient là. Le fleuve qui vient par là et tout ce qui est devant vous, c'est ça le lit du fleuve. En hivernage, vous le voyez très bien, comment toute cette partie qui est devant là-bas est inondée d'eau en hivernage. Tout ça, c'est plein d'eau qui vient du fleuve, qui descend par ici. Pour les installations de Fellou, on a créé une branche qui est en parallèle avec le lit naturel du fleuve. Nous canalisons les eaux qui viennent par ici et ça, c'est le canal. C'est à partir d'ici que nous alimentons maintenant nos machines. Et l'eau passe par là, sous l'eau là-bas. Et c'est par là que nous alimentons les machines, nous turbinons les machines et on produit l'énergie. Et si vous regardez très bien, juste à côté de vous, vous avez le poste haute tension. Des machines ici, nous allons maintenant au poste haute tension. Et de là maintenant, nous rejoignons le réseau haute tension du RIMA. C'est le réseau interconnecté du Mali qui alimente à partir de Kayes. Nous descendons, on alimente le Sénégal et on alimente aussi la Mauritanie. Inauguré en décembre 2013, ce barrage d'un coût de 84 milliards de francs CFA joue un rôle clé dans l'approvisionnement énergétique de la région de Kayes, et notamment pour fournir aux industries minières l'énergie dont elles ont absolument besoin. Un secteur minier qui représente plus de 70% des recettes d'exportation et près de 30% des recettes fiscales du Mali. Garantir de l'énergie bon marché à cette industrie ainsi qu'à toute l'économie sous-régionale, c'est la mission assignée depuis 5 ans à ce barrage de Fellou. Ici, nous avons besoin d'énergie pour les industries. Donc ça, c'est une grande quantité d'énergie qu'il faut. Regardez comment toute cette eau, toute cette énergie ici, il faut la maîtriser. Il faut la maîtriser et la transformer en une forme qui est beaucoup plus maniable, qui est plus approchable selon les besoins. Voilà. La centrale de Fellou produit en moyenne 335 GWh par an pour les pays de l'OMVS, de quoi alimenter près de 400 000 foyers en moyenne. Mais pour accompagner la croissance démographique et celle de l'économie, d'autres infrastructures énergétiques viennent d'être mises en service, comme le barrage de Gouina et ses 620 GWh. D'autres vont être mis en chantier, comme le barrage de Koukountamba en Guinée et ses 887 GWh, ou encore Boureya, 733 GWh. De quoi rattraper le déficit énergétique du Mali et de l'Afrique de l'Ouest en général. Nous voyons dans la région et même sur le continent de façon générale, nous sommes en déficit énergétique très très important. Le déficit sur le continent
d'ici 2030, les premières estimations montrent aux environs de 600 gigawatts de nouvelles puissances installées si nous voulons vraiment être là où nous voulons être. De façon générale, l'Afrique est en déficit énergétique très important. Et bien sûr, pour combler ces énergies, ça demande aussi des grands capitaux, de gros moyens. Et là, il faudra que les Africains se mettent ensemble, réfléchissent, et mettent un peu de stratégie en place pour que nous puissions avoir ces énergies. Pourquoi? Parce que sans énergie, il n'y a pas de développement. On ne peut pas compter développer notre pays si nous manquons de l'énergie. Surtout l'électricité qui est l'énergie primaire de base à tout ce que nous faisons. Pour combler ce déficit qui s'élève déjà à plus de 100 MW dans le pays, le Mali entend diversifier sa production et faire appel aux capitaux étrangers. Des investisseurs privés qui, malgré la crise sécuritaire, ont misé sur le pays en y injectant des sommes colossales. Niché au cœur des vallées arides de Caille, voici le chantier de la plus grande centrale thermique du Mali. Une centrale à combustion de fioul, capable de tourner 24 heures sur 24, 365 jours par an. Principal avantage, une production plus constante que les barrages hydroélectriques, moins soumise aux aléas du climat. La centrale ambitionne de fournir 25% de la production électrique du Mali. Ici, on a 6 moteurs, chacun 15 MW, au total 90 MW, qui sont connectés à des générateurs. Les générateurs vont produire l'électricité qui va être connectée au poste haute tension qui est là à Médine. Ici sont des équipements annexes qui sont surtout des pompes qui vont alimenter les moteurs avec le fuel nécessaire pour faire la combustion. Conrad Beckers est particulièrement fier de montrer le chantier de la future centrale. Un bijou technologique qu'il a fallu installer jusqu'ici, dans cette région enclavée, pour en booster le développement économique, en fournissant une énergie accessible et peu chère. Alors ça c'est le tableau de synchronisation. Là on voit les 6 moteurs, les 6 groupes, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et c'est ici qu'on va synchroniser la production de la centrale. C'est-à-dire que les 6 moteurs vont être synchronisés de façon de produire de l'électricité en douceur, sans rupture. Cet homme d'affaires suisse dirige Albatros Energy, une société spécialisée dans la production énergétique qui s'est associée à un investisseur malien pour développer cette centrale thermique. Une association basée sur un financement innovant, un partenariat public-privé, le premier de cette envergure au Mali. Un mode d'investissement de plus en plus prisé dans le monde pour financer les gros projets d'infrastructure sans endetter les États de manière insoutenable. Ce projet, dans sa conception, c'est-à-dire le partenariat public-privé, n'est pas une exception. Ça devient de plus en plus la règle, pas seulement en Afrique, mais en Asie, en Amérique centrale, Amérique du Sud, et même en Europe. Aujourd'hui, il y a un déficit de plusieurs milliards d'euros sur le continent africain en ce qui concerne les projets infrastructures, que ce soit énergie, que ce soit portuaire, que ce soit oil and gas, que ce soit chemin de fer. L'État n'a pas les moyens d'investir dans toute l'infrastructure dont un pays a besoin. Alors, en faisant un partenariat avec le privé, les privés amènent le capital nécessaire pour monter des projets comme ceux-ci. Ce sont des projets souvent à des montants très importants. Pour avoir une idée, ici, on investit à peu près 125 millions d'euros. L'État n'amène pas de l'argent dans ce projet, ce sont les privés qui l'amènent. L'État, par contre, donne son support et la sécurité du projet pour la long terme. C'est-à-dire que nous avons signé une concession avec l'État qui nous assure après un contrat d'achat avec notre client qui est l'énergie du Mali, EDM,
pour une période de 20 ans. Un projet à 80 milliards de francs CFA qui n'aurait pu voir le jour sans les garanties apportées par le gouvernement malien. Le Mali, un pays qui a continué à attirer des investisseurs, rassurés par le retour à une certaine accalmie sécuritaire. La sécurité, nous l'avons connue. En 2012, on était là avec notre projet et on a pu prendre la décision de se retirer ou de continuer. J'avoue que nous sommes porteurs d'un projet qui n'est pas juste étranger. Il y a un partenariat qui s'est créé avec un businessman local, M. Amadousso, qui a permis, avec moi et des experts en finance, de monter ce projet. C'est clair, quand on est malien et on s'associe avec d'autres personnes, c'est plus facile pour comprendre la situation locale. Aujourd'hui, le problème d'insécurité existe partout. Il existe au Mali, il existe au Burkina, il existe au Niger, mais il existe aussi en France, il existe aux États-Unis, il existe partout. C'est un aspect qu'il faut gérer, il faut être responsable, il faut prévoir et avoir confiance. Nous avons confiance dans ce pays, nous avons confiance au Mali et pour nous, cette situation de sécurité, on le gère. La sécurité, première garantie pour les investisseurs et la condition sine qua non pour créer des emplois. Depuis ses débuts, le chantier a généré 381 postes dans la région. Des ouvriers, comme Nour, souvent formés sur place. Avant de commencer à travailler, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois d'abord vérifier tes équipements de travail, tu dois vérifier ton entourage, voir l'environnement dans lequel tu te trouves, si tout est OK. Tu dois faire en sorte que je travaille, je ne me blesse pas, je ne blesse pas autrui et je n'en donne pas les équipements de travail. Donc sur ce, il faut suivre les procédures qui vous ont été dictées depuis le premier jour de votre induction, de votre arrivée sur ce site. Et je pense que ce projet a été beaucoup profitable pour nous. Quand tu regardes, dans chaque village, tu verras à peu près il y a 20, 30, 40 jeunes qui ont travaillé sur ce site jusqu'à nos jours. Franchement, là c'est énorme. Nos jeunes n'avaient pas de métier, c'était des jeunes qui partaient vers les orpaillages traditionnels. Mais avec l'arrivée de ce projet, il y a des gens qui ont pu être ferrailleurs, il y a des gens qui ont pu être des maçons, des soudeurs, des électriciens. Pendant ces 7 mois que j'ai eu à faire ici quand même. Des embauches liées au projet d'infrastructure qui font partie des chiffres comptabilisés par la Direction nationale de l'emploi. D'après elle, plus de 96 000 emplois dans le secteur privé ont été créés au Mali entre septembre 2013 et juin 2017 dans toutes les régions du pays. Des emplois créés ici à Kayes ou dans la région de Koulikoro, 600 km plus à l'est. Koulikoro, réputé pour son potentiel agricole, une zone que l'État malien entend désenclaver pour développer les industries agropastorales, un secteur économique vital. Pour fluidifier le trafic dans cette région, voici le nouvel axe majeur de circulation. Une route à 4 voies entre Bamako et Koulikoro. Une voie express presque achevée dont la livraison finale est prévue dans quelques semaines. « 45 km pour un investissement de 47 milliards de francs CFA. Sur les derniers kilomètres du chantier, les équipes travaillent sans relâche sous la direction de Midi Lazare, l'ingénieur qui veille sur la qualité des travaux et sur le respect du délai de livraison. Cette zone, seulement ça. Il nous reste que cette section. Voilà, il nous reste cette section dans le PSC. Il nous reste que 5 km. C'est la partie droite vers Koulikoro. Notre objectif,
c'est le fin juin qu'on termine l'enrobé. Il nous reste les travaux d'assainissement et les travaux annexes. Cette section de Bamako à Koulikoro, avant, l'état de la route est trop médiocre. Avec l'exécution, ça, avec les composantes, ça devient 2 fois 2 voies. On va gagner le temps pour arriver à Koulikoro. On met 35-40 minutes au lieu de mettre 2 heures. On va assurer la sécurité des usagers. Et encore, on encourage pour les investisseurs qui viennent de s'installer dans cette route. Après 30 mois de travaux, le compte à rebours a commencé pour achever ce tronçon qui va s'ajouter aux quelques 800 km de routes bitumées dans le pays depuis 2013. Des nouvelles routes qui doivent améliorer le trafic sans freiner les échanges économiques qui se poursuivent sur cet axe commercial. Une contrainte prise en compte sur ce chantier où la circulation n'a pas été interrompue. Maintenant, on va terminer ça et on va balancer la circulation sur ce côté pour qu'on puisse travailler correctement dans l'autre zone à droite vers Koulikoro. Bamako-Koulikoro, une nouvelle route sur la nationale 27 qui sera bientôt reliée à la nationale 6 Bamako-Ségou par cet ouvrage capital. Le futur pont de Kayo qui va assurer une boucle routière dans la région. Une armure de béton et d'acier surplombant bientôt le fleuve Niger sur une longueur totale de 960 mètres. En attendant la fin des travaux, sur le fleuve, les dernières rotations du bac qui assurent jusqu'ici les traversées. Une embarcation bleue qui fait partie du décor ici. Mais un bac qui ne donne pas satisfaction à ses usagers. Il ne quitte les berges qu'une fois plein, entraînant un temps d'attente et des délais imprévisibles pour les passagers. Aujourd'hui, pour éviter cette traversée aléatoire en bac, une seule alternative. Ces pirogues qui bravent les eaux parfois tumultueuses du fleuve Niger, au grand désespoir de ceux qui l'empruntent. Le bac prend trop de temps. Parce qu'il faut attendre 1 heure ou 2 heures de temps pour attendre le bac. Donc on préfère traverser par pirogue. Quand le fleuve est en crue, la pirogue ça secoue, il y a le vent aussi. Donc vraiment ça fait peur. Donc avec le pont vraiment il n'y a aucun risque. Ça permet à la région de Koulikoro de mieux se développer avec le pont. Assurer le confort et la sécurité des usagers, c'est aussi un des objectifs de ce programme gouvernemental d'infrastructures routières. Pour les piroguiers qui assurent les navettes quotidiennes comme alternative au bac, c'est une page qui va se tourner dès la fin de la construction de ce pont. Moulotigi fɛn kan ka bɔ Bamakɔ ka na Kulukoro fɛ ka ba tigɛ a bɛna dɔ bɔ o bɛɛ marché la donc a bɛna o bɛɛ da la bari fɛn fɛn kan ka se ka bɔ yen ka na yan olu bɛɛ bɛna se ka munumunu pont fɛ kelen donc a bɛ degun s'an ma yɛrɛ yɛrɛ de pont kura dilanna a kɛra tare i n'a fɔ a ma k'a ye bari a bɛ bi don an kun an tɛna se k'a fɔ k'a kɛra ye an tɛ se k'a fɔ k'a ma k'a ye bari a ka di dɔw la i n'a fɔ a man di anw na cogo min ni pont kɔni dilanna sisan an yɛrɛ ka jate la an bɛ faveur wɛrɛ de ɲini sa bɔrɔ yan nɔ o y'a sɔrɔ dɔgɔyalen bari an ka sɔrɔ yɛrɛ bɛ min na o ye mototigi kelen kelen minnu bɛ sɔrɔ bon ni pont dun banna sisan an tɛna se k'olu sɔrɔ tuguni. Un pont qui va de fait relier Koulikoro à Ségou à travers la nationale 27. Une longue bande de bitume qui a redonné vie à des communautés longtemps isolées.
Ici, le village de Tchien, un petit hameau d'une centaine d'habitants, près du fleuve, et désormais situé en bordure de la nouvelle route. Pour ce notable, le futur pont va représenter un changement d'époque avec des améliorations de la vie au quotidien. ni an ka denmisɛnnin min banana donc hali n'a kɛra su fɛ an bɛ wuli ka mɔgɔ de ɲini ka taa n'a ye fɔ Kulukɔrɔ aya nka sisan an bɛ dɔɔnin min na o nɔgɔyara dɔɔnin an yɛrɛ ka duguba filɛ nin n'o ye Kayo ye dɔgɔtɔrɔso nana yen nɔ bon dɔgɔtɔrɔw bɛ yen an bɛ taa yen nɔ sisan kosɛbɛ Kulukɔrɔ ta kɔni o man jan an fɛ bilen ni pɔn banna ni soja min banna adamaden bɛ caya mɔgɔ bɛ caya a bolifɛn bɛ caya parce que anw fana an bɛ tu kɔnɔna ko in bɛna ban la pewu an bɛ k'i n'a fɔ duguba kɔnɔna yarɔ o fana ye nafa dɔ de ye min hami banna an ka kalanso filɛ nin ye gɔtɔrɔn bɛ an ni kalanso cɛ denmisɛnninw bɛ tɛmɛ gendarme couché ani ka plaque kɛ ka misi disiyɛn kan la parce que anw ka baara caman ba baganw ka ca an ka bolo de kan o de hami de banna bi hali n'a se bɛ ɲɛ bi n bɛ dɔ dayɛlɛ parce que a daminɛna ka ban. Avec cette route, et en attendant le futur pont, une école a déjà été ouverte dans le hameau. Et l'arrivée d'une adduction d'eau permet maintenant d'économiser de longues heures de marche à pied. Les femmes du village, comme celle-ci, entretiennent désormais l'espoir de voir arriver d'autres services publics pour améliorer leur cadre de vie. Gidiraw bɔra yan fɛ cɛ n'a diyara n ye a bonyana n ma mais gɛlɛya de b'an kan dɔɔni dɔgɔtɔrɔso t'an bolo feerekɛyɔrɔ t'an bolo baarakɛyɔrɔ t'an bolo taaɲɛkun foyi t'an bolo yan an kɔni sigilen de yan nɔ ten tiɲɛna i komi pɔnpe ji ko dɛsɛ t'an na kosɛbɛ ji b'an bolo n'an ka kɔnɔdimi wulila fo an ka taa fɔ Kulukoro ou bien fo an ka ba tigɛ dɔw bɛ se ka jigin kunu kɔnɔ dɔw bɛ se ka jigin dangan la i b'a dɔn kɔnɔ o ye gɛlɛya ye. Ces grands chantiers densifient le maillage routier du pays en connectant les zones les plus reculées au reste des grandes villes et en reliant les zones de consommation aux zones de production agricole, comme ici à Kadiolo, à une vingtaine de kilomètres de la frontière ivoirienne. Vue des airs, de la verdure à perte de vue. Des milliers d'hectares d'exploitation agricole. Une région qui est l'un des greniers du Mali où se concentre près de 20% de la production céréalière du pays. Une zone où les cultures ont absolument besoin de grands axes commerciaux pour être vendus dans le reste du pays et dans la sous-région. Voici le chantier de la route du désenclavement de Kadiolo. Sur la latérite, le balai des engins pour faire sortir de terre un tronçon de 32 km. Des travaux supervisés par Ali Doumbia, l'ingénieur en chef du chantier. Dès que la niveleuse donne le coup de lame et que le matériau est étalé, il faudrait faire beaucoup enlever les racines. Surtout les gros cailloux. Des travaux qu'il suit avec d'autant plus d'attention que chacun est conscient ici que de la bonne exécution de l'ouvrage dépend l'avenir économique de la région tout entière. Actuellement, nous nous trouvons au niveau du PK25 qui coïncide avec un village qui s'appelle Djalakoroso. Et donc actuellement, les travaux sont au stade de l'épandage de la couche de fondation.
Comme vous voyez, la niveleuse est en action actuellement. Il y a la citerne qui est là, bien qu'il y ait une abondante pluie hier et que le matériau soit mouillé. En cas de besoin, nous aurons peut-être besoin du recours de la citerne. Dans les différents projets d'infrastructures routières en cours, un programme spécial concerne les routes d'évacuation des produits agricoles, comme celle-ci. Des projets devenus prioritaires dans des zones longtemps tenues à l'écart des investissements publics routiers. Ce projet a été choisi parmi les projets prioritaires dans l'objectif de la mise en place de la politique du gouvernement qui consiste à désenclaver. Parce qu'on a vu que Kadiolo, depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas eu une voie d'accès sur les routes nationales. Donc à cet effet, le gouvernement a prévu de désenclaver. Non seulement il y aura un désenclavement, et ça va lutter contre la pauvreté, et ça va beaucoup jouer sur les problèmes de déplacement et le système de commerce et le bien-être des populations. Parce que qui dit route appelle le développement de la zone, et quand il y a développement, les gens se sont beaucoup plus à l'aise et ils travaillent. Même si par exemple on a un enseignant qui est affecté dans une zone où il n'y a pas de route, ça le décourage des fois, il demande à être muté dans une autre zone. S'il y a la route, c'est le bienvenu, c'est comme le projet. Les financements, les bailleurs de fonds, tout le monde peut financer et les populations même peuvent bénéficier de petits financements pour pouvoir s'épanouir. La population, les habitants, toute la zone étaient motivés pour cette route parce qu'ils l'attendaient depuis très longtemps. Et donc c'est quelque chose de très bienvenu et tout le monde a collaboré. Que ce soit du plus petit jusqu'au plus grand, tout le monde collabore, tout le monde donne son avis favorable. La priorité d'abord, c'est la route pour eux, parce qu'ils savent son importance. Il faudrait essayer à chaque fois, voilà, bien traiter le matériau. À chaque fois, tu appelles tes manœuvres. Parce que bon, c'est vrai qu'il y a du personnel qui est là, mais il faut suivre. Quand ils suivent l'engin, et cela permet rapidement d'enlever les racines et les cailloux et ça leur permet de bien travailler, ça les fatigue moins. Le manque de routes, d'infrastructures, c'est un grand handicap. Et non seulement c'est un handicap, mais ensuite ça joue aussi sur le prix et le bien-être des populations. Parce que quand il n'y a pas de route, le transport il va augmenter, même le transport urbain, interurbain du moins, les prix vont flamber. Et donc quand les prix flambent, ça diminue le pouvoir d'achat de la population et ça crée un manque de ressources dans la zone. Et donc tout le monde ne va pas pouvoir. Mais maintenant, s'il y a la nouvelle route qui est là, et ça permet de booster, de donner un tonus à la zone, et ce qui permet un réel développement de la zone. Et tout ce qui est produit dans la zone aussi, concernant l'agropastoral, les cultures et tout ça, ils peuvent être exportés, vendus, soit à Bamako ou dans d'autres capitales régionales. Non loin, à une centaine de kilomètres de Kadiolo, voici l'un des pôles économiques les plus importants du Mali, autour de la deuxième ville la plus peuplée, Sikasso. Sikasso, capitale d'une vaste région dédiée à l'agriculture. Un secteur qui représente plus de 40% de la richesse produite au Mali. Sikasso et ses environs réputés pour leur culture de mangue, des fruits dont l'exportation a apporté près de 17 milliards de recettes en 2016. Investir dans les infrastructures routières ici va permettre d'augmenter le flux de marchandises d'au moins 1,5 million de tonnes supplémentaires par an, d'après les calculs de l'État. Principaux produits agricoles concernés par ce boom attendu du trafic de marchandises, les fruits des vergers de la région. Comme ceux d'Ibrahim, qui effectue ce matin sa tournée quotidienne. Bonjour, ça va bien? Ça va. Voilà, il faut bien couper. Hein. Bonjour, ça va bien? Ça va bien. Il faut très bien couper. Hein. Voilà. Chaque saison,
ces vergers produisent entre 80 et 85 tonnes de mangue. Des récoltes majoritairement destinées à l'exportation. D'où le besoin crucial de routes et de pistes agricoles. La mangue, c'est la meilleure qualité qui est exportée. Donc vraiment, ne coupez pas ce dont vous n'avez pas besoin. Sikasso, c'est la première région productrice de mangue en République du Mali. Donc les 2/3 des mangues du Mali proviennent de la région de Sikasso. C'est des variétés vraiment qui sont destinées pour l'exportation. La première difficulté vraiment, ça c'est les routes, les pistes comme on le dit, pour atteindre les vergers. Vous savez qu'il y a beaucoup de pistes qui sont mauvaises. Donc même si on fait de bonnes récoltes, et lorsqu'on veut acheminer ces mangues-là dans les stations de conditionnement à cause des pistes, il y a des mangues qui sont détériorées avant l'arrivée. Aussi, il y a des zones qui sont vraiment inaccessibles à cause de l'état des pistes. Donc vraiment, il est nécessaire de faire des pistes. Si les routes et les pistes agricoles sont indispensables à l'expansion de leur production, les planteurs de Sikasso comptent de plus en plus sur d'autres types d'infrastructures pour améliorer leur rendement et leurs revenus. Dans certaines coopératives, comme celle que dirige Ibrahim, la production s'appuie de plus en plus sur l'outil informatique. Des nouvelles technologies de l'information au service de l'agriculture, dont profitent plusieurs acteurs de la filière des mangues de Sikasso. Dans le local de la coopérative, le matériel électronique est encore modeste, mais ici, on a recours aux infrastructures numériques pour gérer la saison agricole. Grâce à des applications développées pour eux et des systèmes de collecte d'informations, les agriculteurs ont pu constater une augmentation de leurs recettes. L'accès au réseau Internet dans les localités rurales a facilité cet usage des technologies de l'information et de la communication, les TIC en abrégé, un acronyme avec lequel Ibrahim s'est familiarisé. Nous avons jugé nécessaire d'impliquer les TIC pour le développement de l'agriculture dans la région de Sikasso, en particulier au Mali. Nous avons travaillé sans les nouvelles technologies. Donc actuellement, il y a une très grande différence que nous avons constatée. La première différence est que nous sommes informés les uns sur les autres. Donc nous sommes informés sur la disponibilité des produits, mais également sur les prix. Donc ça, c'est très important. Et aujourd'hui, nous pouvons donner les quantités de mangue produites, nous pouvons donner pour chaque producteur sa superficie et même également le nombre de pieds, le nombre de variétés. Or, autrefois, on n'avait pas ça. L'an passé, nous avons eu à faire une comparaison sur les 3 dernières années. Donc, nous avons vu que vraiment, il y a une amélioration des recettes. Nous avons des informations de jour en jour sur les prix de la mangue de l'Europe, mais aussi au Mali, à l'intérieur du Mali. Donc avec ça, nous pouvons vraiment ajuster nos prix. Parce que les producteurs, s'ils sont informés sur les prix, donc ça peut leur permettre d'améliorer leurs revenus. Donc au lieu de brader le produit, la personne peut vraiment augmenter le prix. Nous avons des producteurs alphabétisés qui aujourd'hui font leur saisie à l'ordinateur. Donc ça veut dire qu'ils ne sont pas restés à la marge du développement. Le développement des infrastructures numériques, un chantier invisible à l'œil nu, mais une révolution technique dont le cœur de l'activité est basé à Bamako. Au centre de cette transformation silencieuse, une agence publique, l'Agence des technologies de l'information et de la communication, l'AGETIC. Créée en 2005, cette structure est devenue le bras armé de l'État pour investir dans les installations numériques du pays. La mission quotidienne de l'organisme, proposer des solutions pour combler le retard numérique du Mali et plus globalement le fossé entre pays avancés et pays pauvres. Dans ce bâtiment de l'AGETIC, une salle particulièrement surveillée, le poumon électronique du pays. Dans ces rangées de serveurs sont stockées l'ensemble des données de l'administration malienne, ce qui permet de poursuivre le travail de dématérialisation des services administratifs et faciliter la vie des usagers.
Mais l'agence est aussi en charge de poursuivre et de veiller sur le vaste chantier de la fibre optique initié par le Mali. 9000 km de câbles, liaisons et réseaux installés pour favoriser la pénétration d'Internet et du téléphone dans les zones les plus reculées. Un réseau surveillé seconde par seconde, 24 heures sur 24, depuis cette salle de contrôle. Parmi les ingénieurs qui se relaient ici, la seule femme de l'équipe, Abi Sidibé, la responsable du service. Ces lignes qui sont là en bleu représentent les différents chemins de câbles à travers la ville de Bamako et dans les capitales régionales. Donc on voit un peu l'itinéraire commence à partir de Koulikoro. Ça c'est l'itinéraire qui est là, Koulikoro-Bamako. Le premier point de concentration c'est l'AGETIC ici. L'objectif même de la salle c'est de pouvoir répondre aux problèmes en temps réel. Parce que dès qu'on voit un problème, aussitôt on réagit. Avec les alarmes et tout ce qu'on voit. Rien que par la couleur du comportement des équipements, on sait s'il y a un problème ou non. Donc c'est ce qui nous permet de réagir en temps réel. Et le plus souvent, ça nous évite des déplacements inutiles et tout. Il y a des problèmes qu'on peut résoudre ici, sans se déplacer. Il y a des sites qui sont à plus de 200 km, donc pas besoin de se déplacer. À partir de là, on fait des connexions à distance. L'utilité d'abord, c'est la sécurité. Par exemple, entre Bamako et certaines capitales régionales, on a monté des caméras de surveillance. Et ces caméras de surveillance sont sur ces réseaux de fibre optique. Donc, en un clic, on a des réponses en temps réel. En matière de sécurité, ça c'est les remontées d'informations pour les hôpitaux, pour les mises à jour des systèmes financiers, tout est géré sur le réseau. Dans cette partie du site, un autre visage de l'agence. Bonjour. Bonjour. Ça va? Bonjour tout le monde. Merci. Derrière leurs écrans, des jeunes femmes et hommes qui ont pour mission d'apporter créativité et innovation dans l'usage du numérique et les transformations d'avenir. Un laboratoire du numérique du futur à l'échelle du Mali, d'où fleurissent des idées pour moderniser l'administration. La dernière création en date, produite ici par cette équipe de développeurs locaux, sous la houlette de Fanny Doumbia. L'équipe a conçu l'application e-Conseil, destinée à être utilisée en amont, pendant et après les conseils des ministres, par les hauts responsables gouvernementaux et les ministres. Un outil pour sécuriser le processus de décision, garder la confidentialité des échanges et accélérer le partage de l'information. C'est une application qui permet de dématérialiser le conseil des ministres. Alors, cette application, on l'a fait pour qu'on puisse vraiment gagner en temps, en confidentialité et puis en sécurité du point de vue nomination au niveau du conseil des ministres. Non seulement on gagne en temps, il y a côté confidentialité parce qu'auparavant, si c'est un papier physique, le ministre qui initie le dossier, il va donner à un courrier forcément, qui doit amener au SGG. Et si le SGG a des remarques, ils le font. Ils vont le redonner à un courrier encore, les retourner, ainsi de suite. Donc on ne peut pas faire tous ces volets sans que l'aspect confidentialité soit là. Le numérique devient incontournable. Dans ces domaines, il y a beaucoup de gains à faire pour les pays africains. C'est vrai que nous savons qu'il y a le fossé numérique qui se trouve entre nous et l'Occident, mais je pense avec des initiatives, des pareilles initiatives, les pays africains, particulièrement le Mali, peuvent vraiment faire des bénéfices, des gains économiques dans ce sens. À l'heure actuelle, le monde, tout le monde veut aller vite. Et tout le monde veut avoir tout ce qu'ils ont besoin en un temps record. Parce que les gens sont mobiles, les gens se déplacent. Donc dans un tel monde, il faut aussi évoluer avec les habitudes. Une telle application permet vraiment une évolution économique dans les secteurs de l'administration. L'application dont on vient de présenter, qui est le e-Conseil, qui a été développée par les agents de l'AGETIC, 100% ici au Mali. Ça veut dire qu'on n'a pas eu d'intervention externe pour aller prendre un expert en Europe ou en Asie, mais le tout a été développé au Mali ici et hébergé sur nos serveurs et dans notre réseau intranet du gouvernement.
Des infrastructures numériques pour mieux s'adapter. Les travaux routiers pour mieux désenclaver. Des liaisons pour mieux connecter les régions du pays et amplifier l'intégration régionale avec les pays voisins. Des infrastructures énergétiques pour accélérer le développement de l'économie, sans compter celles consacrées à l'approvisionnement en eau potable, comme cette station de pompage géante destinée à alimenter le Grand Bamako. Autant de projets sur la carte des grands chantiers du Mali. Des projets qui dessinent l'avenir d'un pays pour mettre en valeur son inestimable potentiel en assurant son décollage économique. En assurant son décollage économique.